Lors de la 5e campagne de fouilles sur l'autel de Ras Shamra, Claude Scheffer acquit d'un berger un saut-cylindre en pierre d'un type tout à fait particulier, à la gravure positionnée perpendiculairement à l'axe du cylindre, l'axe du cylindre étant compris comme la perforation du cylindre. La même année, il recueillit un second cylindre montrant ce même schéma de composition, mais cette fois en faïence. Avec ces deux trouvailles, la 5e campagne initiait la constitution de 2 séries de sauts-cylindres, l'une en pierre et l'autre en faïence, suivant ce schéma donc relativement rare. Au fil des missions, d'autres exemplaires sont venus alimenter ces corpus qui restent assez restreints. C'est à ces 2 séries que je souhaiterais m'intéresser aujourd'hui pour recueillir aussi vos avis. La série de pierre a été remarquée par Pierre Amier en 1992 dans son corpus des sauts-cylindres de pierre, où il l'a rassemblé et classé dans sa série dite « Dieux et génies ». Pierre Amier rappelle l'existence de cette tradition du positionnement perpendiculaire à l'axe du cylindre, qui selon lui remonterait au 4e millénaire et qui, en tout état de cause, se développe particulièrement au 3e millénaire. Dans son étude des sceaux de faïence, Scheffer avait lui aussi souligné l'existence de cette série. Il interprétait les personnages que nous allons voir, et dont vous avez un premier exemple ici en bas, comme des danseurs et les rapprochait de ceux de quelques sceaux qui avaient été retrouvés précédemment à Nouzy et en Palestine. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de 2 séries homogènes, mais finalement différentes l'une de l'autre. Les critères d'homogénéité entre elles sont les suivants. Tout d'abord, la disposition de la gravure, comme je le disais, donc perpendiculaire à l'axe du cylindre, l'axe étant compris donc comme la perforation. Cette disposition produit une scène horizontale si on déroule le cylindre parallèlement à son axe, comme il est de coutume. D'emblée, on pourrait opposer à cela que l'on ait déroulé le cylindre dans l'autre sens, verticalement, de manière à ce que sur la tablette apparaisse en somme une frise, une colonne de personnages situés les uns au-dessus des autres ou les uns au-dessous des autres. Mais nous verrons d'une part que les personnages disposés à l'horizontale dans des scènes existent et qu'ils semblent bien avoir une réelle signification dans le monde de la glyptique, et d'autre part que l'on connaît au moins un exemple d'empreinte prouvant qu'ils étaient déroulés à l'horizontale, comme je le propose, présentant donc des personnages ou des scènes qui sont en réalité couchés une fois apposés sur le document. Les 2 séries sont homogènes par ailleurs par la thématique générale, c'est-à-dire qu'elles représentent des personnages qui sont seuls ou en groupe. Alors nous allons voir les différences, mais elles représentent des personnages seuls ou en groupe, mais il ne s'agit pas de la représentation de scènes à proprement parler. Leurs différences, outre le matériau, si la thématique générale les rassemble, leur iconographie en réalité les différencie. La série de pierres présente majoritairement un seul personnage. Ce sont des personnages qui sont différents les uns des autres, d'un sceau à l'autre, mais qui se rapprochent les uns des autres par l'attitude générale et certains éléments que nous allons voir. La série de faïence, quant à elle, présente des groupes de personnages qui sont identiques et que l'on retrouve pratiquement semblables d'un sceau à l'autre. Dans ces 2 séries, il existe un rapport strict entre l'iconographie et le matériau, ce qui est quelque chose que nous avons déjà largement constaté dans les études de glyptique à Ougarit. Intéressons-nous tout d'abord à la série de pierres. Je vais vous montrer donc les sceaux les uns après les autres et très rapidement les principaux points de ces iconographies. Donc un personnage debout en position de marche avec un costume court, un pan de costume qui une bandelette de costume qui pend entre les 2 jambes. D'une main, il tient une ligne qui peut être le bord de la gravure, de la scène, mais qui pourrait aussi représenter une lance. Il lève son autre bras et dans le champ sont représentés 2 globules. Le sceau RS 088 qui présente un personnage vêtu lui aussi d'un costume court d'où pendent un certain nombre de bandelettes et qui tient 2 lances dont la pointe est dirigée vers le sommet. Il repose sur une ligne de sol ou bien sur la représentation d'une estrade si l'on admet que le lion le supporte, mais ça c'est la limite peut-être pour
le moment en tout cas de mes lectures de ces sceaux, où il est très difficile de savoir dans quel sens lire les choses. S'agit-il d'un animal support ou l'animal est-il rejeté au-dessus de la tête du personnage? Nous allons voir le même problème ici avec cette figure, où vous avez ici un disque ailé qui, lui, s'accroche bien à la tête du personnage, mais où ce bâton à renflement, que l'on connaît par ailleurs dans la glyptique d'Ougarit, dans d'autres types de scènes, peut être lu comme étant soit se positionnant soit au-dessus du disque ailé ou de la paire d'ailes, soit en dessous du personnage. Vous retrouvez un personnage à la jupe courte avec un casque qui tient une lance avec une pointe dirigée vers le bas dont le sommet se termine en feuillage. Tout cela va vous dire quelque chose. Et il brandit une masse d'armes et à l'arrière, sa coiffure enroulée apparaît. Et ici, des végétaux l'accompagnent. Le sceau 2575, qui représente un personnage à nouveau dans l'attitude de celui qui tenait deux lances, c'est-à-dire avec les deux bras symétriques, mais cette fois, il tient deux éléments différents. D'une part, un aigle dont le corps se termine par une sorte de serpent que l'on pourrait assimiler aussi à des flots, et d'autre part, une lance, elle aussi, assez serpentiforme, dont la partie supérieure pourrait éventuellement être la représentation de la végétation. C'est très schématique. Vous voyez que le personnage est différent dans la coiffure, qu'il porte un torque, mais l'on retrouve ici, même s'il est plus détaillé, le même costume court d'où pendent des bandelettes. 3 globules, ici, posent le même problème de lecture. Sont-ils à placer, entre les pieds du personnage ou au-dessus de sa tête? S'agit-il de la représentation d'une montagne ou éventuellement d'astres? Le sceau 26034, que je vous le présente parce qu'il appartient à la série, mais je vais le mettre de côté pour aujourd'hui parce que vous comprendrez, j'espère, pourquoi, présente 2 personnages qui sont les seuls à avoir des appendices cornus à leur casque. L'un est debout, toujours avec ce costume, l'autre est assis et tient un sceptre égyptien ouas, et vous voyez donc un certain nombre d'éléments tels que l'arbre de vie à globules, et ici une torsade d'où émergent de petites feuilles. Je passe rapidement. Le sceau RS 28016 qui présente un personnage avec une coiffe pointue qui tient une lance, qui brandit une masse d'armes. Devant lui, un petit personnage qui semble tenir lui aussi la lance, et derrière, une sorte de mât avec peut-être une tête de masse d'armes, ce qui pourrait symboliser un domaine divin, et ici, une ligne de sol qui semble courbe. Alors, il s'agit donc de personnages combattants, vous le voyez, ou bien maîtrisant des éléments, les éléments étant des animaux ou des emblèmes ou des armes de jet. Alors, donc, exception du sceau 26034. Tous les sceaux de la série des figures combattantes que j'ai pu retrouver sont en pierre. Ils proviennent majoritairement de l'acropole et de ses environs immédiats. Alors, l'étude de la répartition restera à faire plus précisément, mais d'emblée, je peux dire que donc, ces sceaux proviennent majoritairement de l'acropole, et les sceaux que nous allons voir après, qui montrent une iconographie plus développée, elle aussi positionnée à l'horizontale, proviennent eux aussi, de cette zone du site. Les personnages représentés sont différents, vous le voyez, à certains égards, notamment des détails de vêtements ou bien la manière dont ils tiennent les armes ou les emblèmes. Et je crois que leurs positions, effectivement, sont de 2 types que l'on doit distinguer, c'est-à-dire soit menaçants, soit statiques. Et quand je dis statique, c'est-à-dire qu'ils font figure de maîtres ou de gardiens de domaine en tenant, par exemple, des emblèmes. Je vous remontre ce sceau et celui-ci. L'iconographie de la série de pierres, donc à savoir un personnage combattant et qui se présente seul, ne trouve pas de parallèle dans la glyptique positionnée normalement par rapport à l'axe du cylindre. Certes, les figures combattantes existent dans la glyptique, positionnées normalement, mais elles sont rares et les combattants ne sont jamais seuls. Alors vous voyez ici, donc on retrouve une figure de combattant un peu du type de ce que je viens de vous montrer et qui est engagé donc dans une lutte avec un autre personnage combattant qui lui tient donc un arc. À Ougarit, les seuls parallèles pour nos figures combattantes s'établissent principalement avec la grande sculpture en bas-relief sur pierre, c'est-à-dire avec le corpus des stèles d'Ougarit,
Et dans une moindre mesure, je l'ai laissé de côté pour aujourd'hui parce que je ne peux pas tout considérer, bien sûr, dans une moindre mesure avec la sculpture de bronze, bien entendu. Sur ces stèles, vous le savez, on trouve un personnage de type combattant. Elle souligne bien entendu la verticalité, et puis elle souligne une verticalité dont vous connaissez l'importance dans la tradition sémitique de ces pierres dressées. Mais ce qui est intéressant de noter et de constater, c'est que la représentation dans la glyptique de ces figures, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont assimilables, eh bien, passe par une mise à l'horizontale du personnage. La série de faïences. Plusieurs personnages horizontaux identiques sont représentés. Ils vont toujours par 3, exceptionnellement par 2. Ils sont presque toujours nus et ils portent une sorte de calotte sphérique d'où émergent des boucles. Sur le numéro 5 282, tout en haut, on voit clairement qu'ils sont représentés nus et qu'ils portent une ceinture double ou triple. Par certains détails, ces personnages se rapprochent des héros nus bouclés connus depuis le 3e millénaire, et je vais revenir sur ce point. On les connaît par ailleurs dans la glyptique d'hématite ou de pierre d'ougarite, souvent associée à la figure royale. Vous noterez le numéro 2636 que j'ai laissé par souci d'exhaustivité, mais où les personnages semblent être vêtus. Donc voilà, par la suite, je verrai que faire de cet exemplaire, qui trouve par ailleurs un parallèle pratiquement identique dans la glyptique positionnée normalement par rapport à l'axe du cylindre. Donc vous le voyez, la série de faïences est distincte de la série de pierres, les iconographies sont différentes, les personnalités représentées sont différentes. Ici, avec la série de faïences, vous avez des personnages qui se retrouvent, qui sont identiques et se retrouvent d'un saut à l'autre, et ils sont démultipliés, donc ils peuvent être démultipliés. En revanche, sur la série de pierres, ils sont clairement identifiés et différents les uns des autres. Ici, ils sont plutôt inactifs, et sur la série de pierres, ils sont bien sûr combattants ou gardiens. Sur quoi peut-on se fonder pour affirmer que ces combattants ou ces héros ou ces personnages nus étaient volontairement gravés pour être positionnés à l'horizontale une fois le saut déroulé? Je reviens sur ce point. Eh bien, tout d'abord sur le fait que les figures allongées existent par ailleurs dans la glyptique. Je laisse bien entendu de côté les sauts où une figure est représentée allongée parce que cela va de soi dans l'iconographie. Par exemple, une scène de bataille, un ennemi vaincu à terre, il est bien entendu qu'il est allongé, donc je laisse ça de côté. Je prends les cas où une figure est positionnée à l'horizontale et pose problème par rapport au reste de la scène. Alors, je vous montre un premier saut, 10-093, qui est intéressant parce qu'il est en pierre, il se rapproche de la série de faïences, puisqu'il dépeint plusieurs personnages qui sont positionnés côte à côte, et vous voyez qu'ils sont placés sur une sorte d'estrade surmontés par un disque astral, et peut-être par par un disque astral, pardon. Je m'arrête là, excusez-moi. Donc on a affaire à une scène particulière, il faudra voir s'il faut l'intégrer dans le corpus de pierre par la suite. Pour le moment, je le laisse un peu de côté. Donc d'autres figures allongées dans la glyptique, comme ici, deux personnages qui se font face, avec entre eux une sorte de brûle-encens, quelque chose comme ça, qui se font face, peut-être se saluent sous un disque ailé et peut-être une série de globules pour représenter des astres. Ici, des personnages armés et puis un personnage qui s'approche d'un arbre de vie stylisé, des animaux morts dans le champ. Ce sont des scènes donc gravées perpendiculairement à l'axe du cylindre, telles que celles que je vous montre ici aussi. Donc les figures allongées existent aussi dans des scènes qui sont toutes allongées, qui ont toutes été prévues pour être allongées une fois déroulées. Alors, plus intéressantes pour nous, les figures allongées qui existent dans la glyptique, mais qui sont associées à d'autres figures ou à des scènes qui, elles, ne le sont pas. Et je vous montre deux sauts très intéressants, le saut RS5 251 et 2644, où vous retrouvez ici le personnage que nous avons vu dans la série de pierre, mais cette fois, il est inactif, les deux bras allongés le long du corps. Vous retrouvez donc son vêtement, le casque, et vous voyez qu'il est positionné au sommet de l'iconographie, il est en position sommitale et il est environné d'astres, astres croissants,
de Bucrane, dont on a pu voir, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais qu'en général, il était associé aux astres dans l'iconographie de la glyptique d'Ougarit. Et ce personnage flotte en position supérieure, en position, en somme toute, atmosphérique. Nous retrouvons la même chose avec le sceau RS 2644, où cette fois, il est armé et il est d'un type combattant, il lève un bras et il a une lance qu'il pointe vers le sol, mais il est là aussi en position sommitale, associé à un animal mort qui semble flotter lui aussi, et à des globules qui représentent des astres. Alors, il existe des variantes à l'utilisation de cette position horizontale, donc je vais essayer d'aller très vite. On a des associations comme ça d'un personnage vertical et d'un personnage horizontal sans qu'il semble qu'il faille l'interpréter comme le résultat d'une lutte et de la défaite de l'un d'entre eux. Et nous avons ce genre de saut, peu fréquent, mais qui existe, traité un peu comme en métope, si vous voulez, où on a une partie de l'iconographie qui implique que les figures sont positionnées à l'horizontale. Ici, deux figures ailées. Ici, un banquet associé, chose intéressante, à un bucrane, un arbre de vie et peut-être un mobilier cultuel. Alors, comme Pierre Amiel, nous pensons que ces sauts étaient destinés à être déroulés dans le sens habituel, c'est-à-dire parallèlement à l'axe que constitue la perforation de l'objet, et que partant de cela, leur iconographie était bel et bien conçue de manière à ce que les personnages apparaissent allongés. Une position qui paraît anachronique, peut-être, mais qui a un sens. Pour le démontrer, regardons quelques exemples de cette composition à travers le temps. La composition à l'horizontale relève d'une tradition très ancienne qui apparaît dès l'époque des dynasties archaïques et principalement dynastique archaïque III, donc vers le milieu du IIIe millénaire. À cette époque, elle concerne une figure héroïque que l'on appelle le héros nu bouclé, dont vous avez ici quelques exemples, donc personnage nu avec des boucles projetées de chaque côté de son visage. Donc à cette époque, cette composition concerne cette figure héroïque, qui agit soit en maître des animaux, soit en gardien de porte ou de passage lorsqu'il tient des poteaux en C. Voilà. Aux dynastiques archaïques, cette composition concerne toujours cette même et seule figure, c'est exclusif. Et elle remplit donc apparemment deux fonctions. À cette même époque, existent aussi des scènes où ce héros peut apparaître horizontalement dans une scène verticale, comme ce que nous avons vu pour Ougarit. Il est alors en position sommitale, vous le voyez ici, maîtrisant un serpent ou des flots, et maîtrisant un animal qui est lui aussi associé à des astres. À la fin du IIIe millénaire, Akkad, néo-sumérien, la composition horizontale continue d'exister, concerne toujours le même personnage, représenté avec les mêmes traits et remplissant les deux mêmes fonctions, gardien d'un domaine ou maître des flots. Mais à cette époque, il est clairement associé au dieu des eaux, le dieu des abîmes, Enki-Ea. Il est le gardien du domaine du dieu, l'Apsu, et peut aller jusqu'à être identifié à ce domaine, c'est-à-dire identifié aux eaux qui entourent le monde. Et de ce fait, ce génie qui les symbolise peut être figuré sous le sol ou dans le ciel, ce qui rejoint donc la tradition iconographique de l'époque antérieure. Alors je vous montre cet exemple intéressant d'Alishar Uyuk, où vous voyez deux héros nus bouclés qui sont allongés, dont les corps se transforment en flots, qui sont torsadés tel un serpent qui fait se rejoindre les deux héros, donc qui représentent vraiment les eaux sur lesquelles flotte l'embarcation du dieu lui-même. Alors, au début du deuxième millénaire, on assiste à une diversification des figures qui sont sujettes à ce positionnement horizontal. Par exemple, j'ai mis ici deux sceaux, l'un de Tello, et j'ai mis ici l'empreinte retrouvée à Alalar. Et donc, vous voyez une diversification des personnes, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur une exclusivité accordée aux héros nus bouclés, mais d'autres personnages, d'autres types de personnages, même s'ils ont les mêmes attitudes que le héros nu bouclé, d'autres types de personnages peuvent être disposés à l'horizontale. Donc,
Donc ce sceau de Tello ici, vous voyez comme figure d'Atlante, ce que l'on avait déjà à l'époque d'Akkad avec le héros nu bouclé, et cette empreinte sur une lettre à Nikmepa retrouvée à Alalar au niveau 4, qui est très intéressante dans la mesure où elle nous confirme que ce type de sceau était bien fait pour être déroulé de cette manière et que l'iconographie apparaissait à l'horizontale. Et ici, vous avez une figure de divinité sur un animal qu'il tient en laisse, et il tient ici une harpée qui est dirigée vers le bas. Donc il existe un lien entre l'iconographie ancienne que l'on voit, le 3e millénaire, le 2e millénaire, et les séries d'Ougarit. On le sent bien. La série de pierres se rapproche des séries anciennes par la composition et les gestes des personnages, notamment quand ils sont gardiens d'un domaine, qu'ils tiennent deux symboles ou deux poteaux pour le 3e millénaire, deux symboles peut-être pour Ougarit. Et vous voyez que les personnalités de la série de pierres d'Ougarit sont diverses. La série de faïences se rapproche, quant à elle, nous allons revenir sur ce point, plus de celle du 3e millénaire, c'est-à-dire qu'elle ne concerne qu'un type de personnage et qui est systématiquement représenté de la même manière, voire qui peut être démultiplié, comme c'est le cas pour le héros nu. Nous reviendrons sur ce point. Alors, si l'on cherche à comprendre un petit peu plus qui sont ces figures, dans la série de faïences, les figures représentent vraisemblablement des génies gardiens d'un domaine, soit terrestre, soit à queue, tels qu'on les connaît depuis le 3e millénaire, et qui peuvent apparaître soit seuls, soit groupés, allongés sous le sol ou dans le ciel. Ces génies ici, qui sont vraiment les héritiers du héros nu bouclé. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont manifestement d'anciennes images qui ont été adaptées par Ougarit, probablement pour représenter le monde des flots, c'est une des hypothèses, ou de l'abîme. Il est difficile d'aller plus loin dans l'identification pour Ougarit, mais je vais revenir sur ce point. Les questions qui se posent, en effet, sont celles de savoir si l'on est en présence d'une représentation d'un élément, par exemple, l'eau, en l'occurrence, on l'a vu aux époques anciennes, le héros peut représenter l'élément lui-même, et donc on serait en face de l'adoption d'un schéma de construction et d'une figure traditionnellement associée à ce domaine, ou bien est-on en face de la représentation d'anciens rois passés au monde souterrain. Et alors pourquoi cette proposition? Bien simplement parce que le héros nu bouclé, que l'on connaît comme le gardien de l'Apsu, des eaux, représente aussi les anciens rois divinisés tels que Gilgamesh, Adapa ou Utanapishtim, qui sont, vous le savez, modèles et références de la royauté. Et c'est une tradition ancienne, ce héros nu bouclé qui représente la royauté et qui symbolise les qualités de la royauté, c'est une tradition ancienne qui a été largement suivie jusqu'au 1er millénaire. Donc à Ougarit, ici, est-on face à la représentation d'un domaine ou face à la représentation de quelque chose de plus complexe qui inclut aussi l'idée d'anciens rois divinisés, passés au monde souterrain et qui représente quelque chose pour les rois régnants. C'est une question que l'on est en droit de se poser quand on voit la similitude entre ces figures et celle du héros nu bouclé et la similitude de traitement de ces figures. Pour ce qui concerne la série de pierres, l'étude de Marguerition sur les stèles d'Ougarit a bien montré les difficultés que l'on rencontre pour identifier certaines des figures de ces stèles. Eh bien, les mêmes difficultés se font jour, je vous rassure, sur la série des sceaux de pierre. Donc, la question est de savoir si l'on peut reconnaître des divinités du panthéon local. Alors, je prendrai, pour aller très vite, un seul exemple, le sceau RS 9 273, qui me semble peut-être le plus facile, que j'ai rapproché volontairement donc de la stèle de Baal aux foudres, et vous voyez que je l'ai rapproché aussi du 28016. Vous voyez évidemment tout de suite pourquoi. Les gestes sont les mêmes, les armes sont les mêmes, et il y a quelques détails bien sûr qui sont différents, mais c'est le même personnage, et l'on peut supposer que sur ce sceau, eh bien, c'est bien Baal qui est décrit. Mais alors, son positionnement à l'horizontale est étonnant et semble dresser un lien entre l'intervention du dieu et la fertilité du sol, et donc pourrait éventuellement être une référence à la geste du dieu, soit dans sa lutte contre Yam, mais aucun élément à queue n'est représenté sur le cylindre, à moins que le positionnement horizontal soit suffisant pour évoquer
le monde à queue, à moins que cette scène n'évoque l'épisode de la descente de Baal dans la gueule de Mot, quand il est donc positionné à l'horizontale. Et donc, on aurait là une représentation du Dieu sous la terre. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur les autres exemples, on peut y revenir si vous le souhaitez. Une autre question peut être posée, je ne sais pas si elle a un sens, mais je me la pose. Puisque ces figures combattantes ont été volontairement gravées pour apparaître allongées, dans quel sens faut-il les lire? Se dirigent-elles vers le haut ou se dirigent-elles vers le bas? Sont-elles des manifestations atmosphériques ou sont-elles des manifestations souterraines? Dans quel domaine, finalement, naviguent-elles? La question peut avoir un sens si l'on cherche à établir l'identité des figures ou leur possible lien donc, avec certains épisodes des grands mythes. Et je reprends donc mon sceau fétiche, le 8088, que l'on peut identifier à Baal. Donc vous voyez que sur ce sceau, si on le positionne de cette manière, eh bien, il peut représenter éventuellement une manifestation atmosphérique, d'où jaillit la végétation, la fertilité. Si on le présente dans ce sens, eh bien, il semble être plutôt une représentation éventuellement d'un épisode lorsque Baal donc, descend dans un monde souterrain ou à queue et qu'il meurt. Donc, dans un cas, il serait représenté dans le ciel et dans l'autre, il serait représenté dans un des mondes d'en bas. Je ne peux pas aller plus loin pour le moment, c'est une étude qui est en cours et qui demandera bien sûr que je recueille énormément d'avis et d'aide de la part des spécialistes des textes, bien entendu. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Ugarit a adopté une tradition archaïque ancienne, dont les plus anciens témoignages viennent du bassin syro-mésopotamien et datent du IIIe millénaire. Alors, dans l'état actuel des connaissances, puisque nous avons peu de connaissances, somme toute, sur la glyptique des périodes plus anciennes à Ugarit. Donc, elle a adopté cette tradition étonnante de deux manières dans les deux matériaux de la glyptique. D'une manière assez conforme, en somme, à l'iconographie d'origine, avec des personnages ou des héros qui sont nus, avec une coiffe particulière, et qui sont donc anciennement associés à l'Apsu Dea. Et par ailleurs, dans la série de Pierre, eh bien, elle l'a transposée pour évoquer ses propres divinités, maîtresses, elles aussi, bien sûr, de domaines du monde, atmosphérique, tellurien ou aqueux. On remarquera, bien sûr, que ce n'est pas le seul cas où Ugarit a utilisé de très, très anciennes images et les a transposées dans sa propre culture. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais de nombreuses figures très étonnantes, venant même du 5e millénaire avant notre ère, ressurgissent, employées autrement, dans l'art d'Ugarit. Il y a donc là l'existence d'une connaissance très fine, d'une culture très ancienne et d'une capacité à l'intégrer dans sa propre expression d'une religion bien sûr différente. Et je vous remercie pour votre attention.